Salutations à tous. On se retrouve pour la tier list des personnages de Has Been Hotel, qui va être plutôt longue, peut-être moins parce qu'il y a moins de personnages, mais je vais énormément blablater sur certains personnages parce que, bah, surtout pour une série comme Has Been, il y a énormément à dire. Et j'ai envie de passer un peu de temps sur les personnages parce que bah, j'ai beaucoup à dire, et puis comme c'est une tier list, je donne mon opinion. Comme c'est une tier list, je donne mon opinion, donc c'est subjectif. Hein, donc si votre personnage préféré n'est pas dans mes préférés, bah c'est dommage. Mais du coup, bah comme c'est subjectif, on ne critique pas le classement qui sera fait. Bon, si vous avez totalement le droit de critiquer, je vais pas en tenir rigueur. Je dis juste que c'est mon avis et ça n'engage que moi. Donc les personnages, bah, je les ai déjà un peu préclassés. Là, c'est les Sinners, les animaux de compagnie, les Overlords, etc. Que je vais répartir dans mes préférés. Donc mes préférés, bah, c'est mes persos préférés, mes coups de cœur, que je trouve quand même bien écrits, et voire même très très bien écrits, potentiel, développement, écriture, etc. Et constance aussi, parce qu'il y a des personnages qui sont pas forcément constants dans leur écriture, et c'est un peu dérangeant, même si dans le cas d'Asbin, c'est pas le cas des personnages, en tout cas pas de tous. Les très bons personnages, bah, c'est les personnages qui sont très bons, du coup, comme c'est dit, avec une bonne écriture, un bon développement, une bonne histoire, un bon lore aussi, voilà, et avec une présence impactante, etc. Les bons personnages, bah, c'est juste en dessous, c'est les bons personnages. Pas aussi bons pour être dans très bons, mais pas assez pour être dans passable. Les passables, c'est les persos qui passent, ça va, ils sont là. Ils peuvent pas aller dans oubliable. D'ailleurs, honnêtement, je peux pas mettre oubliable et oublié parce que globalement, je me souviens de tous les personnages. Voilà. Peut-être pas de leur nom, parce que je suis pas sûre qu'ils soient tous nommés. Mais je me souviens. Il n'y a pas un personnage que j'ai oublié. Mais il y a des personnages donc, qui passent, mais qui sont un peu mémorables. Et les personnages qui sont juste là pour le décor, ou qu'on oubliera bien assez vite, je pense. Donc, on va commencer avec lui. Lui, il est dans le flashback de Serpentius dans la saison 2. Et je crois qu'il y avait une théorie comme quoi ce serait Jack l'Éventreur. Voire même que ce serait Zestial. J'ai pas vraiment d'avis sur cette théorie. Perso, que ce soit Jack l'Éventreur, ce serait trop cool. D'ailleurs, c'est fortement sous-entendu que ce serait Jack l'Éventreur, parce qu'il tue des jeunes femmes, etc. Mais voilà. Bah, comme c'est un personnage de flashback, je vais le mettre ici. C'est pareil, L2, parce qu'en soi, elles font office de figuration. Bah, c'est un peu marquant parce que on présente avec elles les Vises, leur organisation, et aussi les côtés néfastes de la célébrité dans la chanson Has Been Guaranteed Trust Us. Et elle c'est juste, bah, c'est la blague, hein, c'est regardez-moi me faire poignarder par Nifty, schlack, schlack. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a respawn un peu plus loin parce que, vu les coups de couteau qu'elle s'est pris, je suis pas sûre qu'elle soit restée en vie après ça. Le caméraman qui fait office de caméo, enfin, littéralement un caméo du personnage qui s'est fait tringler par Angel Dust dans le pilote. Et bon, il est là, quoi. C'est pareil pour lui, et c'est pareil pour lui, je dirais. Bah, ils sont là. Lui, c'est un peu particulier, après, c'est personnel, hein, mais c'est un peu particulier parce que lui, il m'a fait rire. Lui, perso, il m'a fait rire avec le running gag de devrais-je tuer mon épouse, j'ai tué mon épouse, je regrette d'avoir tué mon épouse. Ça m'a fait très rire dans la saison 1, vraiment. Dans la saison 2, dans l'épisode 1. Ça m'a fait extrêmement rire, donc je vais le mettre au-dessus de tous les autres dans les oubliables. Parce qu'en soi, c'était juste un running gag. Alors, lui, lui, il est pas nommé. Il a un bon style, mais mais il est juste là. Il accompagne Zizi. Voilà. Il est là. Sur ces persos, j'ai pas grand chose à dire. Tom Tom, il est marrant. Tom, je vais le mettre là. Parce que il a un peu plus de présence que lui, vu que lui, c'est que juste un running gag. Enfin, une blague, quoi. C'est un gag. Mais Tom, il est marrant. Parce que surtout en duo avec Cathy Killjoy. Euh, lui, il est bien. Bon, pareil, pour moi, il fait office de figuration. Mais il apporte un truc. Notamment donc dans sa dynamique avec Cathy Killjoy. Cathy Killjoy que je vais mettre dans personnage passable.
ne vous méprenez pas, je déteste le personnage de Katy Killjoy. C'est une énorme homophobe. Je suis sûre qu'elle est raciste en plus. Bon, bref, elle, c'est une énorme homophobe. Voilà. Mais le personnage est écrit pour ça. Il est écrit pour être odieux et je pense qu'il est écrit pour être détesté. Et perso, ça marche très bien avec moi. Donc, je trouve qu'elle fait bien son job. Enfin, elle fait le job. Vraiment. Alors, dans les animaux de compagnie, je compte les Egg Boys dans les animaux de compagnie, même si c'est plus des sidekicks qu'autre chose. Je vais les mettre dans passable aussi, parce que en soi, je peux pas les mettre dans oubliable. Ils sont pas oubliables. Ils sont, mais ils sont là, ils apportent un truc. Ah, notamment Kiki, c'est la petite chatte de Charlie qui est l'incarnation de l'hôtel, la matérialisation donc de l'esprit de l'hôtel. Razzle et Dazzle, bah, ils sont importants, c'est un soutien. Et puis, bon, maintenant c'est que Razzle, mais ils ont contribué à la bataille finale. Fat Nuggets, bon, bah, il est mignon. Bah, c'est déjà ça, hein, pour un animal de l'enfer. Fat Nuggets, il est mignon. Et puis, bon, je pense que c'est un soutien émotionnel à Angel Dust aussi. Et les Egg Boys, ils sont très drôles d'ailleurs. Je vais mettre les Egg Boys au-dessus parce qu'ils parlent, ils ont un peu plus de présence qu'eux. Mais en soi, comme c'est les animaux de compagnie des protagonistes, bon bah ils sont présents et ils sont un peu mémorables et puis ils apportent quelque chose quand même. Maintenant, on va passer aux Overlords. Euh, alors, il y en a un qui s'appelle Prick et l'autre Hatchet, mais je sais plus. Je crois que c'est lui, Prick. Attendez. Ouais, effectivement. Après vérification, lui c'est Prick et lui c'est Hatchet. Alors on les voit ensemble. Les Overlords, ces quatre-là, ils sont pas très développés. Mais donc, en fait, je sais pas si je les mets dans oubliable ou dans personnage passable. Parce qu'en soi, bon, ils sont là, ils aident à la fin. Mais perso, je les. Enfin, ouais, non, je vais les mettre dans oubliable. Au moins ces trois-là. Parce que, à part aider à la fin, ils ont rien fait. Maestro, je l'aime bien parce qu'il a un bon design. Zizi, je vais la mettre dans passable parce que je sais pas, son design me marque plus, sa voix, surtout sa voix en anglais, elle est incroyable. Et puis, je sais pas. En plus, on la voit dans la saison 1. Bon, on les voit aussi dans la. Enfin, Maestro, on le voit aussi, je crois que dans le meeting des Overlords dans la saison 1. Mais Zizi, je sais pas, c'est particulier. Je vais la mettre là, ok. Ah, Zestial et Zestial. Bon, pour l'instant, on va faire Zestial. Zestial, je vais mettre dans bon personnage. Mince. Zestial, je vais le mettre dans bon personnage parce que le perso a un impact quand même assez fort sur l'histoire, notamment au niveau du personnage de Carmilla. Il a un flot de malade, et il a de la prestance, il est majestueux. Il a énormément de sagesse aussi parce que du coup, on se rend compte que c'est lui le plus vieil Overlord de tous ceux qu'on connaît. Peut-être qu'il y en a des plus vieux, j'en sais rien, mais en tout cas, lui, il est décrit comme le plus vieil Overlord qui a énormément de sagesse, qui sait beaucoup de choses, qui conseille. Et dans la saison 1, dans l'épisode 3, dès que lui ou Carmilla parle, bah, les autres, ils se taisent et ils écoutent. Enfin, tu vois, il impacte quand même l'histoire. Et il impacte énormément Carmilla, qui bouge un peu plus que lui parce que elle est un peu plus présente. Et puis elle a un impact sur d'autres personnages, mais la dynamique qu'ils ont est vraiment cool. Et puis je sais pas, j'aime le design, j'aime la voix, j'aime la prestance de Zestial. Et son impact sur Carmilla quand il l'influence à revenir dans le droit chemin quand elle fait des erreurs. Il est ami avec elle et il la laisse pas s'éloigner. Et rien que pour ça, je pense que. Enfin, pour ça et pour toutes les autres choses que j'ai citées, c'est quand même pour moi un bon personnage. Et du coup, Carmilla, je vais la mettre dans bon personnage aussi. Je dirais pas très bon personnage parce qu'en soi, même si c'est pareil, elle a un style, un flow de zinzin qui vont avec sa stature, sa posture, la façon dont elle se comporte, la façon dont elle parle, le fait que ce soit la principale trafiquante d'armes de l'enfer. Je sais pas, Carmilla, voilà. Et en plus, Carmilla, elle a un développement, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est pour protéger sa famille, pour protéger ses filles. Je pense qu'il y a un traumatisme derrière, notamment parce que je pense qu'elle a perdu son mari, ou en tout cas son conjoint. Non, son mari, parce qu'on voit des alliances.
Et ça doit venir de là, sa dévotion à protéger les siens. Et tout ce qu'elle est prête à faire pour. C'est incroyable. Cette femme a une dévotion, une loyauté envers sa famille à toute épreuve. Et quand elle fait une erreur, parce qu'elle en a fait une à la fin de la saison 2, je dirais pas que c'est vraiment une erreur, parce qu'elle a fait ce qu'elle pensait être juste pour protéger sa famille. Bon, il s'est avéré que ça a eu des conséquences plutôt négatives. Mais au final, elle a su revenir sur sa décision et se rendre compte que, au-delà de protéger ses filles, pour protéger ses filles, il faut qu'elle protège l'enfer. Vaggie lui a bien fait comprendre que elle a fourni une arme mortelle à Vox, mais du coup, quand Vox aura conquis le paradis, il aura toujours cette arme. Et elle, ce sera la seule à savoir la désactiver pour protéger ses filles. Est-ce que ses filles seront vraiment en sécurité? Bon, je vais pas refaire le passage, mais est-ce que ses filles seront vraiment en sécurité si elle fait rien pour désactiver l'arme qui pourrait potentiellement la tuer, elle et sa famille? Bref, j'aime bien le fait qu'elle revienne sur sa décision, elle réfléchit. Elle est quand même un peu développée. J'attends qu'elle soit encore plus développée. C'est comme Zestial, hein, j'attends qu'il soit beaucoup plus développé dans la suite. Mais déjà, Carmilla, en plus, elle a un impact considérable sur Vaggie à la saison 1. Elle lui apprend à se battre par amour. Je reviendrai dessus quand je parlerai de Vaggie, mais voilà, sa chanson, bon déjà, ses chansons, elle chante trop bien, Carmilla. Elle tient en respect Velvet, hein, c'est pas rien, parce que Velvet, elle est absolument impertinente. Et puis voilà, le fait qu'elle accompagne Vaggie, de manière un peu plus brutale que Rosie avec Charlie, mais elle accompagne Vaggie et elle lui fait comprendre qu'il faut se battre par amour. C'est que comme ça que tu peux libérer ton vrai potentiel. Bon bref, voilà, Carmilla, c'est un bon personnage. Clara et Odette. Alors, je sais plus qui est Clara et qui est Odette. Je crois qu'elle c'est Clara et elle c'est Odette, je crois. Je suis pas sûre. Les filles de Carmilla, je vais les mettre dans Passable. Je vais les mettre dans Passable parce qu'en soi, on les a pas vues beaucoup. On sait qu'elles ont un impact sur leur mère. Voilà, que c'est quand même important. Qu'elles sont quand même importantes pour Carmilla, mais en soi, on les connaît pas. On connaît juste leur nom et pas vraiment leur personnalité. Rosie. Oh, Rosie, c'est un très bon personnage, hein. J'aime beaucoup Rosie, déjà parce que l'image de tata, de vieille tata gentille qu'elle a à son introduction, c'est vraiment génial. Enfin, j'aime beaucoup l'amabilité, le fait qu'elle soit chaleureuse, la chaleur de Rosie. Elle t'ouvre, elle t'accueille, elle te parle avec gentillesse, douceur, délicatesse. Voilà, et puis qu'elle fasse office de figure maternelle pour Charlie quand même, lorsqu'elle vient la voir. Et puis, bon, ça c'est la surface de l'iceberg, c'est son caractère, son côté bienveillant, posé et chaleureux. Mais derrière, il y a aussi... Attention, spoil. Ah oui, oui, je l'ai pas dit parce que du coup, de deux choses l'une. C'est une tier list, donc c'est parfaitement subjectif. Et aussi, je vais énormément spoiler. Voilà, je vais beaucoup spoiler, donc pour certains personnages plus que d'autres, mais particulièrement du coup pour Rosie. Donc attention, spoil. Le plus intéressant, c'est sa relation avec Alastor. Le fait que elle ait été invoquée par Alastor, qu'elle conclut un pacte avec lui de son vivant. Alors oui, ça concerne aussi Alastor, hein, parce que Alastor c'est aussi un très bon personnage. Mais mais voilà, le fait que elle joue, enfin, on connaît pas son jeu. On sait qu'elle a fait un pacte avec Alastor. On sait qu'elle lui a demandé de faire un truc pour elle, de partir en croisade, on ne sait où pendant 7 ans. On sait en fait que lui, il lui doit quelque chose pour sa puissance. Bon, maintenant plus, parce qu'il est libre. Il a réussi à briser son pacte. Mais je suis sûre qu'elle a encore des cartes à jouer, Rosie. On n'en a pas fini avec ce personnage. Et c'est ça qui est tellement intéressant, c'est que on connaît qu'une partie de son jeu. Ah, c'est quand même une sacrée manipulatrice, hein, qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment le dire, comment dire ce qu'elle veut et qui ne se laisse pas démonter. Surtout face à ce petit insolent d'Alastor qui croit qu'il a le moindre pouvoir sur elle alors que c'est elle qui tire les ficelles, enfin c'est elle qui tirait les ficelles. Donc non, je trouve ça vraiment... je trouve que Rosie, elle a énormément à promettre encore, hein, mais sa relation avec Alastor est trop intéressante. Voilà. Le fait qu'elle tire les ficelles, la révélation. Je dirais que parmi les plot twists de la série, le fait que ce soit Rosie qui tienne Alastor en laisse, c'est l'un des meilleurs. Faudrait que je classe. À la fin de la vidéo, je classerai peut-être les plot twists comme ça, de ceux dont je me rappelle.
qui m'ont marqué, mais que lorsqu'on apprend que c'est elle qui tient les ficelles d'Alastor, et puis aussi toutes les théories qui ont émergé auprès de Rosie, comme quoi ce serait peut-être Lilith, qu'elle serait peut-être liée à Lilith. De toute manière, il y a un truc. Voilà, je blablate, je repars dans mon blabla, mais il y a un truc. Il y a forcément un truc entre le fait que Lilith elle soit partie pendant 7 ans, que Rosie ait demandé à Alastor de disparaître pendant 7 ans, et que les exterminations ne durent que depuis 7 ans. Oh, ça me choque encore d'ailleurs d'apprendre ça. Moi qui pensais que les exterminations duraient depuis des années et des années, mais non, en fait, pas du tout. Ça date que depuis 7 ans, donc il y a forcément un lien. Un connaissant Asbin Hotel, il y a forcément un lien. Donc bref, pour revenir à Rosie, voilà, moi j'aime son caractère, j'aime son développement et son impact de fait sur Charlie, mais aussi sur Alastor. Voilà, j'aime bien aussi, voilà, pour revenir sur Charlie, le fait que bah, elle sache comment lui parler. C'est vraiment la figure maternelle. Plus que Carmilla pour Vaggie, je dirais que la figure maternelle de Charlie, ça a été Rosie. Charlie avait vraiment besoin qu'on lui dise ces mots-là pour lui remettre les idées en place après qu'elle ait découvert que Vaggie était un ange. Et puis lui faire se rendre compte que, bah, oui, elle lui a menti, mais peut-être pas pour les raisons auxquelles on pense. Voilà, bref. Je reviendrai à ça aussi quand je parlerai de Vaggie. Bref. Voilà, donc pour finir sur Rosie, pour moi c'est un très bon personnage qui promet énormément. Mais comme on est encore, c'est pas encore terminé à Asbin Hotel, il y a énormément de personnages qui promettent un développement encore plus spectaculaire pour la suite que ceux qu'ils ont déjà. Je pense notamment à ces trois-là. Et d'autres, bien sûr, et d'autres. Suzanne 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 Suzanne, je vais la mettre dans... Oh, allez, je vais la mettre dans Passable juste en dessous de Cathy. Je sais pas. Non, je vais la mettre là. Je vais la mettre... Je vais la mettre là. Non, je vais la mettre là. Non, parce que... en dessous des Egg Boys. Non, mais parce que Suzanne, c'est comme le gars avec sa femme. C'est un énorme gag. Et c'est un très bon gag, d'ailleurs. D'ailleurs, j'aime bien le petit hommage qu'ils lui ont rendu dans la saison 2, lorsque Alastor s'assoit sur le banc et qu'on voit derrière une plaque marquée... RIP Suzanne, j'espère qu'elle... Enfin, j'aurais aimé qu'elle meure une deuxième fois. Non, j'aime bien ce gag. Suzanne, elle est drôle. C'est vraiment... Bon, c'était inattendu, et prévisible, et marrant. Mimsy... Mimsy, je m'en fous un peu. Je peux pas la mettre dans Oublia parce que bon... Si, limite, je pourrais la mettre dans Oublia parce qu'en soi... Elle passe même pas, j'aime pas Mimsy. J'aime pas du tout Mimsy. Je trouve que ce personnage... À moins qu'on en fasse un truc par la suite, et j'espère que la suite me donnera tort, mais franchement, Mimsy, bah, elle est là pour être là, quoi. Vraiment. Elle apparaît une fois et après, plus du tout. Donc, à part connaissance d'Alastor, peut-être, bon, bah, c'est bien, mais sans plus, quoi. Rooster, je vais le mettre. Rooster, c'est pareil, c'est un running gag, Rooster. Je vais le mettre là, parce que Rooster, je le trouve marrant. Je le trouve marrant qu'on ait. En plus, c'est intéressant d'avoir un point d'attache tout au long de la saison, qu'on voit qu'il y a un client quand même qui reste à l'hôtel. Et je sais pas, je pense pas que Rooster soit développé par la suite. Je pense juste que c'est un personnage de fond, mais c'est un très bon personnage de fond pour le coup, parce que on voit qu'il est là et il est présent pour l'hôtel, etc. Donc on voit que... Je pense que Rooster, il attend sa rédemption quelque part. Mais le fait qu'il soit là depuis le début, qu'il fasse des interventions discrètes, je trouve que ça apporte un truc dans cette saison 2 qui était un peu vide à ce niveau-là, parce qu'on se concentre un peu moins sur l'hôtel que sur Charlie et Lévis. Mais voilà, je trouve que Rooster, c'était intéressant qu'il soit là. Baxter Baxter, je vais le mettre dans bon personnage. Même si en soi, on n'a pas vu énormément de Baxter. Mais est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Pour l'instant, ce que le personnage a apporté, c'est trop cool. Enfin, pour moi, c'est trop cool. Encore une fois, j'attends énormément de lui dans la suite. Bon, énormément. Non, c'est pas le personnage pour lequel j'ai le plus d'attente. Mais j'ai quand même un petit peu d'attente parce que de ce qu'on a vu, c'est un personnage qui est hautain, qui a un ego assez prononcé quand même, et qui promet beaucoup. Notamment avec... J'espère, parce qu'ils sont trop choux les deux ensemble. J'espère quand même qu'on verra un petit intérêt un peu plus sérieux, un petit intérêt amoureux un peu plus sérieux
entre lui et Nifty parce que ils sont trop choux. Ces deux-là, ils sont trop choux ensemble. Et voilà, Baxter, il est introduit. Bon, c'est vrai qu'il a pas servi à grand chose à part à la fin. Voilà, il est un peu absent de la saison. Mais le problème de cette saison, et je pense que ce sera la gage de toutes les saisons d'Asbin, c'est globalement qu'on n'a pas le temps de développer tout. Donc il y a des personnages et des développements qui passent un peu à la trappe, et je pense que Baxter en fait partie. Mais pourquoi pas? Je pense que peut-être par la suite, ça peut faire mieux. J'espère, parce que Baxter, il est cool. Baxter, il est cool, le fait que ce soit un scientifique, sa backstory avec Pentious, tout ça, c'est intéressant. Voilà. Donc j'espère quand même qu'on en fera un truc un peu plus prononcé. Et en plus, ces répliques, elles sont drôles, notamment dans l'épisode. Je crois que ma réplique préférée de Baxter, le savant fou te fait bouffer tes morts. Pardon. Du coup, c'est la citation. Mais bref. Le savant fou te fait bouffer tes morts. C'était drôle. C'était drôle et. Non, il a une bonne répartie. Il a un bon truc, Baxter. Mais ça ira pas plus haut que dans bon personnage. Et dans une moindre mesure, j'ai envie de dire pareil de Cherry. Parce que Cherry, bon, même si elle a plus de développement que Baxter, que ce soit dans Addict, que ce soit dans la saison 1, le début de développement, même si, honnêtement, dans la saison 1, pour Angel, je la trouvais assez toxique comme amie. La scène où elle l'incite à prendre de la drogue dans le bar, honnêtement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je me suis dit que ça allait pas, que c'était pas une bonne fréquentation. Mais par la suite et dans la saison 2, elle s'est assagie. Elle est plus saine, je trouve. Même, elle est carrément plus saine que dans la saison 1. Le fait qu'elle soit là, bah, on sent que c'est vraiment une amie d'Angel, qu'elle est là pour lui et qu'elle est prête à tout faire pour lui. Euh, c'est son meilleur ami et sa meilleure amie. Donc vraiment, voilà, on sent qu'elle est là. Je pense qu'elle est sur une bonne voie pour être encore meilleure. Parce que, meilleure dans le sens rédemption, enfin, dans la série. Parce que je pense qu'elle peut que s'améliorer. Le fait de traîner à l'hôtel, de traîner avec Husk, Angel et compagnie, ça lui a vraiment fait du bien. C'est un personnage qui est cool, qui a du style, qui a de la bonne répartie aussi, et qui... Je trouve que vraiment le développement entre la saison 2 et la saison 1 et la saison 2 a été très cool. Ça a amorcé un truc très cool et j'espère que ça sera continué dans la suite. Notamment maintenant que Angel est partie, et j'espère quand même ils feront un truc pour qu'ils reviennent. J'espère, parce que je pense que ce qui attend Angel 2, c'est quand même la rédemption. Mais voilà, j'attends de voir comment elle va faire après et de voir comment elle va évoluer. Mais son petit développement de la saison 1 à la saison 2, le fait qu'elle se soit assagie et qu'elle soit plus saine pour Angel, je trouve que c'était très appréciable. Et elle forme un duo étonnamment, vraiment étonnamment, décapant avec Husk, qui, cette saison, je trouve, même si on poursuit sa relation avec Angel, je parle d'Husk alors que je l'ai même pas classé. Husk, je vais le mettre dans très bon personnage. Et juste avant de parler de Husk, petit aparté du coup sur le fait que au-delà du fait qu'on ait développé son crush, son attirance pour Angel Dust, et du coup leur relation, je trouve que le duo qu'ils forment avec Cherry, notamment dans le dernier épisode, et la tâche qu'ils ont vis-à-vis de leur amitié slash amour pour Angel, fait qu'ils s'entendent très bien, et je trouve qu'ils fonctionnent trop bien ensemble. Ils se battent bien ensemble, ils ont des bons dialogues, des bonnes répliques qui cinglent. Et voilà, je trouve que les deux ensemble vont très bien. Et du coup, Husk. Husk, j'aime beaucoup, beaucoup le personnage de Husk. C'est un de mes favoris, mais pas tant que ça. En fait, je peux pas le mettre dans mes préférés parce que j'aime. C'est pas au point que ce soit un de mes persos préférés. Mais je dirais que dans Très Bon Personnage, c'est vraiment un de mes chouchous, Husk. J'ai juste un petit peu de mal parfois avec sa nonchalance, mais je pense que ça va. Je pense pas, ça va avec le personnage. Le personnage a trimballe derrière lui une vie assez misérable, probablement encore plus depuis qu'il a vendu son âme à Alastor. Enfin, je sais pas s'il a vendu son âme ou s'il a perdu son âme. Mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, on sent que du coup, le personnage a une vie misérable derrière lui, et
et le fait qu'il soit nonchalant, complètement désabusé, complètement alcoolique au début de la saison 1, bah, ça se remarque assez facilement que il a développé ce comportement en mécanisme de défense. Hein. Bah, lorsque dans le pilote il dit j'ai perdu la notion d'amour depuis longtemps, enfin j'ai perdu la capacité à aimer depuis très longtemps, bah c'est assez marquant. C'est assez marquant et bon bah on sent vraiment que le personnage, voilà, je dirais que sa vie a été misérable et même si au début il était pas content d'être à l'hôtel parce que bah forcé par Alastor, ça lui a fait que le plus grand bien. Le développement de Husk, c'est à peu près. En fait, il est similaire à celui de Cherry, mais pas dans le sens où il s'agit. Non, plus il a traîné à l'hôtel, plus il s'ouvre aux autres, plus il s'ouvre à l'amitié. Il a découvert des amis, des gens qui peuvent l'aimer, qu'il peut aimer aussi, même si le fait qu'il tienne très fort à ses amis, surtout à Angel, fait que bon, bah quand il essaie d'aider et que ça marche pas, il s'en prend plein la poire et bah ça l'énerve parce que bah il essaie d'aider, mais on lui en met plein la gueule et du coup bah il se rend compte, enfin il se dit que bah non je vais pas, voilà quand je l'ouvre ce que ça donne et du coup voilà, même si je trouve que dans la saison 2 comme encore une fois comme beaucoup de choses je trouve que ça a été trop vite, mais leur dispute à partir de l'épisode 4 aurait mérité plus de temps pour être approfondie. Je trouve quand même que Husk a eu un excellent développement de la saison 1 à la saison 2. Il s'est ouvert, il est devenu plus sympathique, plus amical, il montre beaucoup plus ses sentiments, notamment vis-à-vis d'Angel, notamment dans la scène du bar où on voit qu'il rougit, ben bref. Il s'ouvre plus à ses émotions et ça en fait un personnage encore plus sympathique et encore plus touchant, vraiment. Angel, Husk, il est touchant. Il est vraiment touchant. On sent que c'est vraiment un perso qui n'a pas une vie facile, qui s'est retrouvé dans la merde à cause de mauvais choix et qui essaie juste de s'en sortir. Et le fait qu'il ait trouvé des amis pour l'aider à s'en sortir, je trouve ça touchant. Voilà, son développement, son évolution de la saison 1 à la saison 2 était encore très cool. Et j'espère que ça sera encore plus développé par la suite. Voilà, notamment sa réaction face. Oh, il était déchirant, vraiment. On sent qu'il tient tellement à Angel. C'était déchirant de l'entendre dire Angel, reviens ou ne pars pas. C'était vraiment. Bah, c'était déchirant, surtout venant de lui, un personnage où on n'était pas vraiment habitué à ce qu'il montre ses émotions, mais tout au long de la saison 2, dissimulé au compte-gouttes, on voit qu'il s'ouvre, on voit qu'il... Et lorsqu'il voit Angel partir, en plus, Angel part dans un état de détresse absolue, et Husk, il peut rien faire, c'est vraiment... Enfin, c'est déchirant, c'est vraiment déchirant. Donc voilà, Husk, pour moi, c'est un très très bon personnage. Un des meilleurs de très bon. Je vais me permettre une petite... Voilà, d'abord, je vais faire Nifty. Je vais faire Nifty et Pentious parce que j'ai énormément à dire sur Angel Dust. Enfin, énormément. J'ai beaucoup à dire sur Angel Dust. Nifty, je vais la mettre dans bon personnage. Je vais la mettre là. J'aime pas les classer en fonction. Enfin, dans leur tier list. Mais Nifty. Nifty, c'est pareil. Nifty, c'est un gag. Mais Nifty, c'est un excellent gag. Je crois que Nifty, ça doit être le meilleur running gag de la série. Parce que, en plus, c'est pas juste un running gag, c'est un personnage à part entière. Et voilà, on sent que. Bah, c'est un personnage, quoi. Mais son running gag est tellement drôle, c'est juste une folle, en fait. Elle est complètement folle. Mais les moments où elle montre quand même qu'elle est attachée aux gens, c'est tellement mignon. Quand elle dit, quand elle parle à Alastor juste avant la bataille finale, quand elle fait, ben bref, je trouve ça mignon. Et puis Nifty, en fait, je peux pas m'empêcher d'en parler en rigolant parce que Nifty, elle est vraiment drôle. C'est vraiment un personnage. Et puis c'est un personnage qui peut s'attacher parce que lorsqu'elle chante Clean It Up, elle dit quand même que ils sont bon en japonais, personne comprend et c'est ça la blague. Et que elle est quand même contente. Enfin, elle trouve les membres de l'hôtel gentils. On voit qu'elle s'attache à Baxter quand même, ou du moins Baxter s'attache à elle. Je sais pas quels sont les sentiments de Nifty à l'égard de Baxter, mais en tout cas, voilà, on sent que les deux sont assez complices. Et puis quand Vaggie, elle dit à Nifty,
protège Baxter au péril de ta vie. Et ben Nifty, elle prend ça au pied de la lettre et elle le regarde et elle dit Vaggie m'a dit de protéger Baxter, alors moi je protège Baxter. Bah, je sais pas, j'aime bien Nifty. Je trouve que le personnage, au-delà d'être un running gag, est un vrai personnage, contrairement à eux, à lui, ou lui. Enfin bref, Nifty c'est un vrai personnage et je sais pas si elle continuera sur cette lancée ou si elle sera un peu développée plus sérieusement, même si je trouve que si développée sérieusement, on perdrait deux ou trois trucs quand même. Mais j'espère qu'elle continuera à être aussi drôle et franchement Nifty pour moi c'est un bon personnage et sans doute le meilleur running gag de la série. Serpentius. Oh Serpentius c'est un de mes chouchous. Je suis déçue qu'il n'y ait pas d'image de lui au paradis parce que vraiment Serpentius, bon, j'adore ce personnage. C'est un des plus touchants, un des plus adorables de tout Hazbin Hotel. Lui aussi, bon, lui aussi a vécu une vie misérable, mais lui c'est parce que bon, du coup, il était assez. Il commence en étant un personnage assez pitoyable. Pas dans le sens nul, hein, dans le sens il fait pitié. Enfin, il fait vraiment pitié. Pentius au début de la saison 1, bon, il est rejeté des vises, il se considère vraiment comme une merde. Et tu vois qu'il s'implique tellement à sa rédemption quand on lui ouvre les bras. Parce que Pentius, on le voit dans son flashback de la saison 2, Pentius c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est juste quelqu'un de bien qui a eu le malheur d'être un peu lâche parce qu'il a eu peur pour sa vie une fois dans sa vie et il a atterri en enfer. Je trouve vraiment que c'est triste. Pentius, il est vraiment. Moi, il me fait vraiment de la peine. Il me fait vraiment de la peine. Et je pense que c'est ça qui aide aussi à ce qu'on s'attache à Pentius, c'est que on le remarque dès qu'il intègre l'hôtel, c'est pas un méchant, Pentius. C'est même un très gentil. Et puis, la seule chose, voilà, la seule erreur qu'il ait faite dans sa vie, c'est d'avoir eu peur pour sa vie. Et bon, je trouve ça assez fort quand même qu'on condamne quelqu'un à la damnation éternelle alors que globalement il a juste eu peur. On a créé les humains avec des sentiments et plusieurs de ces sentiments peuvent faire qu'on les envoie en enfer. Bon bref, voilà, Pentius c'est vraiment quelqu'un de bien et dès son arrivée à l'hôtel, enfin toutes ces mimiques, toutes ces interactions avec les autres, toutes ces réactions, il est trop mimi Pentius. Quand il a ses gros yeux, quand il est heureux, en fait, quand il est heureux, on sourit, et quand il est triste, on fait oh, pauvre petit chou. Et son sacrifice à la fin, c'est déchirant. Enfin, à la fin de la saison 1, euh, il est, il est dans le personnage. Et vraiment, qu'un personnage comme ça, qui a eu peur pour sa vie, décide de sacrifier sa propre vie pour sauver les amis qu'il s'est fait et qui l'ont vraiment estimé et avec qui il a eu une vraie alchimie, qui l'ont vraiment estimé depuis, je pense, depuis son arrivée en enfer, c'était déchirant. C'était déchirant et c'était épique, c'était beau. Bon, même si on peut objecter qu'il meurt un petit peu de manière expéditive, mais c'est ça qui rend encore plus dramatique sa mort. C'est et qui rend menaçant le personnage d'Adam. C'est hop, en un éclair de lumière, paf, Pentius a disparu. Perso, quand c'est arrivé, je me suis pas dit tout de suite oh mince, Pentius est mort. J'ai vraiment pris conscience qu'il était mort au début de la chanson The Show Must Go On. Parce que bon, c'est tellement rapide et il se passe tellement de choses après que bah, j'ai pas eu le temps de me rendre compte. Mais sa mort, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai même mis ma main en salut militaire lorsque tous les personnages l'ont fait. Non, sa mort m'a attristé. Et de voir qu'il est monté au paradis, que c'était le premier aidant, ça a fait chaud à mon petit cœur, oui. Et au paradis, il est trop mimi. En fait, il continue à être trop chou. Et son impact, enfin, je sais pas si il connaît un vrai développement dans la saison 2. Il reste fidèle à lui-même. De toute manière, Pentius, c'est quelqu'un qui est fidèle à lui-même, qui est foncièrement bon. Donc je pense que, en plus, maintenant qu'il est au paradis, il y a plus trop d'arc de développement à faire autour de lui. Mais il aide les autres personnages et sa relation avec Serra m'a particulièrement émue. Le fait que ce soit un ancien démon qui aide le Séraphin à prendre des bonnes décisions, à calmer son angoisse, à calmer son chaos intérieur, en lui disant juste, ça commence avec un pardon. Voilà, et d'ailleurs sa réplique,
It Starts With Sorry, la reprise qu'il a faite de Charlie, en citant Charlie en plus, comme quoi c'est elle qui lui a appris, ça m'a ému aux larmes parce que je me rends compte qu'il parle non seulement des exterminateurs, mais surtout de Serra. Ça commence par se pardonner soi-même. Je pense que Pentious au paradis a appris à se pardonner lui-même pour ce qu'il a fait, vu qu'il a réparé ses torts. Il a réparé ses torts, même si il s'en voudra peut-être probablement un petit peu toujours d'avoir été lâche durant sa vie humaine, mais il apprend aux autres à se pardonner. Et bon, je pense que ça n'arrivera pas, mais imaginez juste un instant que il arrive à faire en sorte que Lutte se pardonne pour la mort d'Adam. Non, non, ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, je veux pas parler de Lutte tout de suite parce que je vais en parler très fort un peu plus tard. Mais voilà, Pentious, la relation que Pentious a avec Serra, le fait qu'il l'écoute juste, il est là pour elle. Bon, enfin, c'est totalement fidèle au personnage et c'est attendrissant de fou. C'est vraiment trop mignon. J'ai, je trouve ça vraiment, vraiment chou. Voilà. Donc Pentious, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Un de mes préférés. Angel Dust. Alors, je vais peut-être en froisser quelques-uns, mais Angel Dust, c'est pas un de mes persos préférés. Pour la simple et bonne raison que même si maintenant, je le trouve hyper touchant, hyper impactant, hyper marquant, et vraiment, non, c'est surtout que le personnage, il évolue que en bien depuis le début. Mais vraiment, non, ce que je trouve, moi, qui m'a un peu refroidi avec le personnage, c'est ses débuts. J'ai eu énormément de mal au début d'Asbin Hotel à cause de Angel Dust. Toutes ces remarques, ces insinuations sexuelles, le fait qu'il harcèle sexuellement Husk en permanence, que tout tourne autour du sexe. Mais en fait, à partir de l'épisode 4, du coup, on se rend compte que bah, c'est juste... Bah, il est obligé de réagir comme ça. Parce que il est tellement brisé, Angel. C'est un personnage brisé par la vie, brisé par ses choix, qui s'en veut énormément. Et il a l'impression d'être plus bactère et d'entraîner les autres à être plus bactères, notamment après, à la fin de la saison 2. Mais vraiment, il s'estime tellement pas, Angel Dust. Il affiche un semblant d'ego, mais en fait, finalement, il a rien du tout. Il est complètement torturé, Angel Dust. Il est complètement brisé et il est obligé de paraître confiant parce que sinon il s'effondre. Et je pense que c'est après toutes ces années de torture auprès de Val, il a appris juste à se protéger lui-même. Et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Et même si là, je comprends honnêtement pourquoi il a réagi comme ça et que je trouve ça juste touchant, émouvant et extrêmement triste, bah ça n'empêche pas qu'au début, j'ai eu un peu de mal avec Angel. Mais voilà. Mais non, maintenant, je me rends compte que voilà, sa backstory. J'ai fait un sondage sur les backstories les plus tristes selon les personnes d'Asbin Hotel. C'est pas pour rien que Angel Dust a récolté le plus haut nombre de votes. Hein. Vraiment. Parmi tous, ça doit être celui qui a l'une des backstories les plus tristes. On connaît pas sa vie sur Terre, mais déjà on sait qu'il a tué son père, on sait pas pourquoi. Vu sa personnalité, Angel Dust c'est aussi quelqu'un de bien. Et du coup, bah, je peux pas dire que c'est vraiment que je pense pas qu'il ait tué son père de sang-froid, enfin de sang-froid, pour aucune raison. Il y a forcément une raison et j'émets l'hypothèse que ça peut avoir un rapport avec sa sœur Molly. D'ailleurs, Molly n'est pas dans ce top. En même temps, elle parle pas. Peut-être, bah oui, mais Lilith non plus parle pas, donc voilà, bref. Donc voilà, Angel Dust, c'est un excellent personnage qui a fait énormément de chemin, qui a eu un parcours vraiment depuis l'épisode 4. Pour moi, il a fait que évoluer dans le bon sens. Et la révélation qu'il a été manipulé par Vox l'a plus brisé que jamais. Lui qui commençait à apprécier sa nouvelle vie, qui commençait à trouver un semblant de stabilité, de sérénité auprès des membres de l'hôtel, auprès de Husk, le fait que Charlie l'aide, qu'il soit plus ouvert, et il soit plus posé et plus à l'écoute de ses sentiments, c'est vraiment, je crois que c'était le plus déchirant de voir après tout ce que Angel Dust s'imaginait d'avoir acquis de bien durant les derniers mois qui ont passé, durant lesquels il était à l'hôtel, voir qu'on lui retire tout comme ça à cause de lui, pas pour lui, c'est à cause de lui parce qu'on l'a manipulé, qui s'exile de l'hôtel parce qu'il veut
Et en plus, il s'exile de l'hôtel pour les autres, pour protéger les autres. Ça prouve que c'est quelqu'un de bien. Il est tellement... En fait, là, je pense que ça a fini de l'achever et j'espère vraiment qu'il lui arrivera que du bien par la suite, même si son chemin va être difficile. Mais j'espère qu'il atteindra la rédemption, qu'il sera libéré de tout ça, parce que Angel Dust, c'est vraiment quelqu'un qui le mérite. Il mérite vraiment d'être libre, il mérite vraiment d'avoir mieux en fait. C'est après toutes les merdes qu'il a subies, après toutes les tortures, la vie de misère, la vie qui l'a complètement brisé, Val qui l'a complètement brisé, j'espère juste une chose, c'est que vraiment qu'il lui arrivera que des trucs bien. Et c'est là pour moi que Angel Dust c'est un personnage vraiment bien écrit, c'est qu'il est tellement cohérent et il évolue. En plus, il évolue bien, il a un bon développement et puis le potentiel émotionnel de son futur arc une fois de retour chez Val est tellement énorme. C'est tellement, il y a tellement de choses à faire avec Angel Dust que voilà, pour moi c'est un excellent personnage. Il n'y a pas de catégorie excellent personnage, mais s'il y en avait une, lui il y serait certainement. Voilà, c'est un des meilleurs personnages avec l'écriture, la, une des écritures les plus touchantes et les plus cohérentes qui soit, et vraiment un développement qui fait du bien. Bon, même si. Et qui rend encore plus déchirant le fait qu'il est obligé de partir. Mais voilà, j'espère qu'il lui arrivera que du bien, et voilà, pour moi, c'est un très bon personnage. Et on arrive parmi les membres du paradis. Et on va commencer avec Saint-Pierre. Saint-Pierre, je le mettrais dans Passable. Ah, Saint-Pierre, il est marrant. J'aime bien sa réplique de moi, je surveille juste la porte. J'aime bien ça. Mais en soi, bon, bah, c'est Saint-Pierre, quoi. C'est pas non plus. C'est pas la panacée, hein. C'est Saint-Pierre. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà, donc bon. Au contraire de son acolyte BFF Forever Abel. Abel que je mettrais dans bon personnage. Il est mignon. Abel, bah, au début, enfin, il est assez osef durant quasiment toute la saison 2. Jusqu'à la fin, où effectivement, même si c'est pas ma partie préférée pour moi, partie solo de Irmayo, Alastor défonce tout, hein. La partie d'Alastor et Rosie défonce tout, mais la partie d'Abel, allez, c'est une masterclass. Et c'est à partir de là que j'ai pu entrevoir un possible développement, notamment avec Luth et ses interrogations vis-à-vis de son père. Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais Abel, c'est un des dommages collatéraux du rythme de la série, c'est-à-dire que je suis persuadée qu'on aurait pu plus mettre en place son côté hésitant, son côté... Parce que, à part être une serpillière qui se fait marcher dessus par Luth à chaque fois qu'il parle, avant qu'il la remballe dans Hear My Hope, c'est rien de plus, Abel. Hein. C'est... Vraiment, pendant 90%, non, 95% de la série, c'est une serpillière. Voilà, c'est un torchon, Abel. Pas dans le sens, il est mauvais, hein. Je trouve son design très cool, il est sympa, il est chaleureux, mais vraiment, c'est une serpillière, quoi. Il se fait marcher dessus H24, il se fait complètement disrespect par Luth, qui est, pour le coup, bah, en fait, Luth, elle écoutera personne à part Adam, donc forcément, voir le fils d'Adam, qu'Adam détestait, qu'elle déteste, qu'elle considère comme faible, bah, il y avait aucune chance qu'elle le respecte. Et à part à la fin où elle voit un peu Abel prend un peu Laura, il pose ses machins sur la table et il se dit c'est bon, moi j'en ai ras-le-bol de me faire disrespect par Luth. Je lui mets un stop. Bon, mais c'est tout ce qu'il fait de lui mettre un stop d'ailleurs. On voit bien qu'elle en a pas terminé. Hein. Mais voilà, à part à ce moment-là, bon, j'entrevois un bon développement pour Abel, mais c'est vraiment une. J'hésite même à le mettre dans Passable. Hein. Non, je peux pas le mettre dans. Enfin, si. Enfin, allez. Je sais pas. Je sais pas parce que si je comptais pas son futur développement, enfin, tout ce qui promet en bien, je le mettrais dans Passable. Parce qu'en soi, bah, en l'état, voilà, hein, Abel, c'est une serpillière qui s'est fait pousser une paire de balls. Euh, donc, voilà. Mais comme je l'ai fait pour tous les autres en parlant de leur futur développement, etc., comme j'entrevois quelque chose de plutôt sympa pour Abel, je m'en fais pas des mille et des cents, hein, je pense pas que ce soit exceptionnel non plus, mais ça peut donner quelque chose de pas mal, donc je vais le garder en bien, sinon ce serait pas juste par rapport à tous les autres. L'oratrice, the speaker of the God, non, speaker of God,
Euh, je vais la mettre dans bon personnage au-dessus d'Abel parce que elle est tellement impactante. Le peu de temps qu'on l'a vue, déjà elle a une silhouette, un design sublime, une silhouette très éthérée, très, très majestueuse, très pure en fait. On sent que c'est vraiment l'incarnation de Dieu, hein. Enfin, son représentant, ce qu'il y a de plus proche de la divinité dans l'univers de Hazbin Hotel. Et son impact, enfin, sa présence, son intervention est tellement pertinente et tellement cool. Parce que elle aide Serra, enfin, elle aide indirectement Serra. C'est-à-dire que dans Serra's Confession, elle ne lui dit pas si ce que Serra a fait ou ce que c'est bien ou mal, et surtout elle ne lui dit pas ce qu'elle doit faire. Elle la laisse choisir par elle-même ce qu'elle va faire et elle l'indique sur la voie et elle la calme, elle l'apaise. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus sur l'oratrice parce que vraiment elle est pas apparue très souvent et je pense elle réapparaîtra pas énormément. Mais voilà, son apparition était tellement marquante, tellement impactante. Et puis son design, sa voix, oh, sa voix, mais c'est celle c'est la voix douce d'une mère qui est là pour toi, qui est là pour te rassurer. Et j'aime beaucoup vraiment j'adore le fait que dans Sarah's Confession, elle laisse le choix à Sarah de faire ses propres choix, voilà, de se faire un avis elle-même de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle doit faire, tout en lui montrant la voie. Voilà, moi j'aime beaucoup l'oratrice de Dieu, je trouve que c'est un bon personnage. Sarah, Sarah, Sarah. Sarah, je vais la mettre dans très bon personnage. Je sais pas. Non, je vais la mettre en dessous d'Angel Dust parce que bon, c'est Angel Dust. Enfin, je me suis assez étendue sur Angel Dust. Mais Serra, vraiment, c'est un excellent personnage. Elle aussi, elle irait dans excellent personnage s'il y avait, s'il y avait une catégorie. J'adore son. Alors, en saison 2, parce qu'il y a énormément de persos, enfin énormément, qui ont vraiment glow up en saison 2, au niveau caractère et impact, hein, pas forcément en termes de physique, parce qu'en soi ils sont à peu près tous les mêmes, sauf peut-être quelques-uns, voilà. Mais Serra, c'est vraiment, elle a eu une évolution. Je l'aimais pas en saison 1, voilà, je l'aimais pas. Parce que bon, je la trouvais pas spécialement marquante. Elle affichait pas vraiment, enfin elle affichait pas de culpabilité ou quoi. C'est vraiment le développement autour de, enfin toute l'histoire autour de sa culpabilité, autour du poids des actes qu'elle a commis, des erreurs, des vies qu'elle a prises indirectement en autorisant les exterminations. Ça m'a, ça voilà, ça m'a ému, ça m'a vraiment ému et j'ai trouvé ça extrêmement impactant. C'est vraiment le personnage porte en elle le poids d'années d'extermination, d'un choix qu'elle a fait à la base pour protéger le paradis, parce que Serra, elle agit avant tout pour les intérêts du paradis. Elle n'a pas des intentions égoïstes. Et tout ce qu'elle fait, tous ses choix ont été dictés par sa peur. Et elle se rend compte que sa peur l'a menée à commettre des atrocités, à autoriser des atrocités. Elle a du sang sur les mains. Bon, en même temps, qui n'en a pas dans cette série, j'ai envie de vous dire. Mais elle a énormément de sang sur les mains et elle regrette. Et vraiment, tout son arc autour de l'acceptation de sa culpabilité, de l'acceptation de ses regrets et surtout d'apprendre à se pardonner magistralement exécuté dans la chanson Live to Live avec Pentious, où Pentious lui apporte aussi une autre réponse, la réponse du pardon du coup, et il lui apprend à se pardonner. Et voilà, Serra, vraiment, le parcours par lequel elle est passée en saison 2, c'était brillant. Vraiment. Bon, c'est un des meilleurs persos de Hazbin Hotel, encore plus en saison 2, parce que vraiment, son développement est génial. Mais voilà, moi, en plus, ça m'a particulièrement impacté parce que vraiment, on passe d'un personnage qui était là et qui était pas spécialement sympathique à un personnage pour lequel j'ai eu énormément d'empathie. Euh, En plus, c'est un adulte, c'est une adulte, donc même une adulte. Je pense qu'elle a des millions d'années, Sarah, mais voilà, le poids qu'elle a dû porter, qu'elle doit porter, et l'acceptation de sa culpabilité, c'était vraiment
Bah, moi, ça m'a énormément touchée. Ça m'a énormément marqué j'ai hâte de voir comment elle va évoluer par la suite. Mais voilà. Très bon personnage, Sarah. Emily. Elle est trop chou, Emily. Elle est trop chou. Emily, c'est la Charlie du paradis. Où est-ce que je pourrais la mettre, Emily je crois que je vais la mettre en top de bons personnages. Oui. Rangez vos fourches, s'il vous plaît. C'est pas un très bon personnage. C'est juste que je dirais que, comme je la considère un peu comme la Charlie du paradis, elle a énormément de traits similaires à Charlie, mais ce n'est pas Charlie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la complexité émotionnelle de Charlie. Elle est. J'aime beaucoup Emily parce que elle apporte. Déjà, elle apporte de la joie et de la bonne humeur. Elle est tellement altruiste. Elle a tellement envie de bien faire, d'accueillir, de. Elle est tellement contente de rendre service. Et elle veut tellement que ça se passe bien que elle est complètement déconnectée. C'est vraiment Charlie en fait. Au niveau du paradis, notamment pour les exterminations, moi ça m'a choqué quand ils sont descendus en enfer, quand elle a proposé de descendre en enfer pour s'excuser d'un génocide avec des paniers garnis. Vraiment, ça m'a un peu choqué. Mais venant d'Emily en soi, on pouvait s'attendre à autre chose. Parce que Emily, elle est complètement déconnectée. Elle a appris il y a même pas un an qu'il y a eu des exterminations. Donc il y a eu un génocide sur des milliers et des milliers, voire même des millions d'âmes en enfer. Elle est complètement déconnectée. Mais je pense que c'est aussi de ça dont le paradis a un peu besoin, c'est que de gens comme Emily, d'anges qui proposent des solutions pacifiques. Pour le coup, elle est totalement pacifique. C'est la Charlie du paradis. Hein. Sauf que elle n'a pas de forme démoniaque sur lequel elle peut déchaîner sa colère. Oui, mais elle a une forme de séraphin, je pense. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais si un jour Emily en vient à prendre la même forme que Sarah, enfin une forme similaire à celle de Sarah quand elle est très énervée et tout, bon, ça fera un peu comme Charlie qui prend sa forme démoniaque quand elle est énervée. C'est vraiment la Charlie du paradis. Mais voilà, le fait est que Emily n'est pas Charlie. Emily a moins de temps d'écran que Charlie et surtout, elle est moins complexe. Voilà, je peux pas la mettre dans très bon personnage parce que elle est vraiment, vraiment moins complexe. Mais voilà, donc je la mets dans très très bon personnage. Pas très bon personnage. Appelez-moi Maître Brakmar. Non, Adam. Bon, Adam, je vais le mettre là. Parce que c'est pareil, Adam. Il a pas une énorme complexité. Adam, c'est. Alors, attention, vulgarité. C'est un immonde salaud, un connard, un macho, un misogyne, aux commandes d'une armée de femmes qui pouvait diriger à sa guise. Je pense que ça n'a pas dû faire que du bien à son ego. Hein. Pas du tout. Du tout, du tout. Non, absolument pas. Du coup, voilà, on peut clairement se, se dire que Adam, c'est juste le trou du cul de base qui est là. Mais ce que j'adore chez Adam, c'est déjà, il est cool. Il est terriblement cool. J'adore sa chanson Hell is Forever, j'adore son côté rock, j'adore son côté goofy aussi un peu, parce que c'est Adam, hein. On peut pas dire que qu'il soit très très menaçant au début, même si il fait peur quand même. Son masque fait peur et puis même pendant la bataille finale avant qu'il décède, il est menaçant Adam parce que il cache son côté menaçant et vraiment dangereux derrière son côté clown. Son attitude complètement gamine, complètement immature. C'est un gamin Adam, c'est vraiment un gamin. Et j'adore, il me fait tellement rire Adam. Je peux pas te dire à quel point, enfin pourquoi j'aime autant ce personnage alors que c'est vraiment la dernière des raclures. Non, il y a pire dans le genre, mais non, même pas. Enfin, je crois qu'il doit être au même niveau que certaines des plus grosses immondices de Toise Binotel. Mais il me fait rire. Il me fait rire. Je le trouve classe aussi. Bref, voilà. Je vais pas m'étendre dessus. Adam, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego, qui est très menaçant mais qui est très, très clown et qui vraiment me fait rire. Ensuite, et on va arriver sur un de mes persos préférés, pas... Si, totalement, je vais la mettre là. Parce que Lutte, alors, un peu pareil que énormément de persos,
c'est pas un perso que j'ai apprécié des masses dans la saison 1. Non, en tout cas au début de la saison 1. Parce que en soi, à partir de l'épisode 6, déjà, il y a la backstory de Vaggie qui est révélée et déjà ça donne un peu plus d'impact à Lutte quand même. Sur son côté impitoyable et... Bon, même si qu'on voyait avant, mais là c'est à propos d'un personnage qu'on connaît, donc forcément, voilà. Sa rivalité avec elle, sa relation avec Adam, qui est encore plus explorée dans la saison 2 et qui est vraiment passionnante à suivre. Voilà, en fait, Lutte, c'est un personnage classe, charismatique, qui sait ce qu'elle veut, qui voue une adoration à ce connard qu'est Adam. D'ailleurs, vraiment, je sais pas si Adam l'a aimé un jour, mais elle en était folle et franchement, je comprends pas pourquoi. Lutte, tu mérites mieux que lui. Bon, même si maintenant il est mort. Mais voilà. En tout cas, voilà, Lutte, à partir de l'épisode 6, je l'ai trouvée beaucoup plus dangereuse. Son obsession, son obsession pour Adam, l'a conduite bah, à faire des choses horribles. Hein. Bah, elle a arraché les ailes et l'œil de Vaggie. D'ailleurs, je trouve qu'elle a une obsession assez dérangeante vis-à-vis de son œil, son autre œil, franchement. 2 fois qu'elle répète qu'elle va lui crever son autre œil. Alors, soit c'est vraiment juste une obsession mal placée, soit c'est du foreshadowing. Mais voilà, donc Lutte, bah, moi j'aime bien déjà sa rivalité avec Vaggie, le fait qu'elle se déteste ces deux-là, et que Lutte serait prêt à tout, absolument tout, pour la tuer. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment sa descente aux enfers. Jeu de mots. Sa descente aux enfers, sa longue descente dans la folie à partir de la mort d'Adam. Parce qu'elle a perdu son seul repère, elle a perdu l'amour de sa vie, elle a perdu son chef, sa lumière, son guide. Et vraiment, mais le paradis, il est censé être bon. Mais personne lui a proposé de thérapie à cette pauvre fille. Vraiment, personne. Personne n'a pensé que ce serait bien de proposer de l'aide à une fille qui vient de perdre son supérieur et qui est déjà instable émotionnellement. Parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Malheureusement, je pense que Lutte a atteint une sorte... Non, pas encore, mais va atteindre un point de non-retour où peu importe tout ce que tu pourras faire pour l'arrêter, elle aura plus rien à perdre. De toute manière, elle a déjà quasiment plus rien à perdre, sauf son statut au paradis, mais qu'elle a déjà un peu perdu, vu qu'elle se considérait comme le chef des exorcismes, mais elle a été rétrogradée. Hein, n'est-ce pas, Saint-Pierre et Abel. Mais voilà, Lutte, j'adore. C'est un personnage brisé, elle aussi. Ils le sont tous un peu. Hein. Quasiment tous les personnages sont brisés. Lutte, ce qui est intéressant, c'est vraiment que là, elle se pose en antagoniste complète. Complète. Elle est folle. Elle est folle et je pense que rien ne pourra la faire revenir. Là, elle est dans une phase, enfin, elle est même dans une pente descendante glissante qui qui ne nous engage pas vers la rédemption pour elle, à mon avis. Hein. Et ça la rend extrêmement menaçante. D'ailleurs, je dirais même que, même si Adam était déjà bien dangereux, je pense qu'entre les deux, même de son vivant, c'était elle la plus dangereuse. Surtout parce qu'elle est beaucoup plus sadique que lui, je pense. Enfin, je trouve personnellement que, voilà, qu'elle est plus sadique et plus dangereuse. Mais là, depuis qu'elle l'a perdue, elle est complètement folle. Elle est paranoïaque, elle hallucine. Surtout que, je suis désolée, mais les hallucinations d'Adam, bah là, ça témoigne de son état mental complètement broken. Ces hallucinations ne l'encouragent absolument pas dans la bonne voie. Donc, ouais, là, Lutte, elle ne répondra plus de rien pour se venger de Charlie, qu'elle considère responsable comme la mort d'Adam, pour s'en prendre à Vaggie, qu'elle déteste par-dessus tout depuis bien plus longtemps que ça, je pense. Mais voilà. Non, Lutte, c'est l'une de mes... Je dirais que si Adam, c'est un de mes méchants préférés, elle l'est encore plus. Parce que pour le coup, j'attends énormément d'elle. Et je trouve que on a vraiment bien amorcé sa descente aux enfers. Et ça... Oui, enfin, elle sombre dans la folie. Voilà. Et je pense que... Enfin, je trouve ça très intéressant, la façon dont la folie de quelqu'un a été dépeinte dans cette série après la perte d'un être cher, parce que pour le coup, son deuil, bah, elle l'a pas fait. Et je pense qu'elle n'arrivera pas à le faire. Donc voilà. Donc Lutte, voilà. Elle va dans mes préférés parce que je la trouve très classe, très charismatique, très dangereuse. Et j'attends énormément d'elle.
On passe. Ah bah bon bah pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien où elle va atterrir, où Vaggie va atterrir, c'est mon personnage préféré. Voilà. J'ai pas les mots. Depuis le pilote en fait, depuis le pilote, même si dans le pilote c'était juste un archétype de perso colérique, bah, son seul trait de caractère c'était qu'elle était en colère tout le temps. C'était une boule de rage et de colère, Vaggie, dans ce pilote. Mais non, depuis le pilote, je l'aime. Et mon amour mon attachement pour ce personnage n'a fait que augmenter avec le temps parce que même si je vois énormément passer le fait qu'on dise que Vaggie a un potentiel gâché, que elle est sous-développée, non, non, je pense que Vaggie c'est l'un des personnages dont on a amorcé le développement et qui va aller que en s'améliorant en fait. Elle va, je pense que, j'espère hein, vraiment, mais je pense qu'elle va être de plus en plus développée par la suite parce que Vaggie c'est quelqu'un, bah, c'est aussi quelqu'un de brisé, hein, qui a une backstory bah, également très triste, vraiment. Bah, je veux dire, je suppose, et je pense que ça a été à demi confirmé, que les exorcistes ont été créés pour la guerre. Donc, ça veut dire que Vaggie n'a aucune identité propre à part être un soldat. Bon, plus maintenant, parce elle est passée par une quête d'identité. Et puis, toutes ces années avec Charlie lui ont fait assumer qui elle est. Et encore plus dans la saison 2 avec un peu son émancipation de son statut juste de soldat ou d'outil pour les autres à celle d'individu qui a de la valeur. Mais voilà, Vaggie, elle est née, on l'a créée pour tuer. Elle n'a fait que tuer jusqu'à ce que elle montre un peu de sympathie pour un démon, juste de l'empathie de base. Et elle a été sauvagement mutilée, juste pour avoir fait preuve de compassion. Euh, et vraiment, enfin, je trouve ça horrible. Le fait qu'on lui a arraché ses ailes, on lui a arraché son œil, par elle, là, sans lui laisser la moindre chance, on l'a laissée derrière, on l'a abandonnée, et du coup, du jour au lendemain, bah, elle s'est retrouvée loin de tout ce qu'elle connaissait, douloureusement mutilée après cette fée bannière du paradis. Elle s'est fait humilier, clairement. Et le fait que tout de suite après, elle soit tombée, enfin, Charlie soit tombé sur elle et lui apporter, je pense, tout le soutien, tout l'amour dont elle avait besoin pour se reconstruire. Mais voilà, on voit déjà dans la saison 1 que elle se considère pas comme une personne. Hein. Elle se considère. Le discours qu'elle tient à Charlie dans l'épisode 3, quand elle dit si je peux pas t'aider, je sers vraiment à rien, ça témoigne vraiment de l'estime qu'elle a d'elle-même. Elle a une très faible estime d'elle-même, Vaggie. C'est quelqu'un déjà qui se déteste parce qu'elle s'en veut pour tout ce qu'elle a commis, parce que Vaggie, elle aussi, elle porte le poids de ce qu'elle a fait, et elle encore plus, enfin, pas encore plus, mais plus directement que Serra, parce que du coup, elle a vraiment, littéralement, le sang des démons sur les mains, et je pense que, bah, Rosie l'a très bien souligné. Rosie l'a bien souligné lorsque Charlie est venu la voir, c'est que je pense que Vaggie, l'hôtel, c'était aussi pour sa rédemption à elle. Et le fait qu'elle ait tout dit à Charlie sur son passé, je pense que ça l'a libérée d'un poids. Ça l'a libérée d'un poids. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'elle a commencé à plus s'estimer. Elle a commencé à assumer un rôle de directrice d'hôtel. Elle s'est occupée de tout dans l'hôtel. Alors oui, tout ce qu'elle fait est concentré autour de Charlie et de l'hôtel. Mais en même temps, l'hôtel, c'est le rêve de Charlie, et Charlie, c'est l'amour de sa vie. Vaggie, peut-être, ne jure que par Charlie. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit le cas, parce que en saison 1, on voit bien qu'elle est complètement fermée à tous les autres. Elle n'est à l'aise qu'avec Charlie. Elle est agressive avec tout le monde. Et elle aussi, elle s'est assagie. Je trouve qu'elle s'est posée de la saison 1 à la saison 2, elle s'est vraiment posée. Et ça fait du bien. Bah, elle est plus ouverte, plus souriante. Moins lunatique aussi. Ben, pas lunatique, mais moins agressive. Elle est moins sur la défensive parce que bah, je pense que vraiment le fait qu'elle se soit libérée du poids de son passé auprès de ses camarades a grandement joué. Et je vois qu'elle commence quand même plus à s'estimer en tant qu'individu, notamment vu qu'elle veut prendre son indépendance vis-à-vis de son prénom. Quête du prénom que beaucoup ont trouvé raté. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle enlève son E.
De un, parce qu'elle peut dire maintenant je m'appelle Vaggie, le E est muet. Voilà. Mais aussi parce que, bah, elle se l'approprie en fait. Elle n'a pas besoin de se recréer une nouvelle identité pour affirmer qui elle est. Et elle a juste à se réapproprier la personne que les autres ont modelée pour devenir un individu à part entière dont elle puisse être fière et qu'elle puisse aimer. Non, parce que Charlie l'aime, in love, l'adore. C'est aussi l'amour de sa vie, mais je pense que Vaggie a vraiment besoin d'apprendre à s'aimer et à s'accepter telle qu'elle est. Et voilà, mais c'est qu'une petite partie de tout ce que j'adore chez le personnage. J'aime son caractère, j'aime son design, j'aime son côté bagarreur, voilà, j'aime tout en fait chez Vaggie. J'aime vraiment tout chez Vaggie. Et le fait que bah on ait amorcé vraiment une évolution très positive, et j'espère que notamment on explorera plus du côté de son passé. Parce que je le savais déjà avant, mais je pense que le flashback de l'épisode 6 de la saison 2 n'a fait que me le confirmer. Vaggie souffre de syndrome de stress post-traumatique. Bah, c'est obligé. Elle est encore traumatisée par ce qui s'est passé lorsqu'elle était exorciste. Et je pense qu'elle est encore traumatisée par tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vu et toutes les horreurs qu'elle a commises. Mais voilà. Mais le fait que tout le monde l'accepte et que Charlie lui pardonne et l'aime malgré tout, je pense que ça lui fait énormément de bien. Et j'adore j'adore l'amour qu'elle a pour Charlie, la dévotion. Elle est prête à tout. Elle serait prête à sacrifier sa propre vie pour sa princesse. Bon, voilà, je trouve leur couple. Bah, je peux pas parler de Vaggie sans parler de Charlie, mais je trouve que leur couple est adorable. C'est un couple extrêmement sain. Pour moi, c'est un couple extrêmement sain qui a eu des petits problèmes de communication, mais en soi, elles communiquent, elles se font confiance, elles s'épaulent, surtout à la fin de la saison 2, quand Charlie a enfin appris à écouter les autres. Ça n'a fait que le plus grand bien à Vaggie qui s'est enfin senti écoutée, parce que oui, je veux dire, Charlie sait bien que Vaggie soit là pour t'aider, mais Vaggie, elle a aussi besoin de ton soutien. Pour l'instant, Charlie a pas trop monté de soutien envers Vaggie parce que Vaggie, je pense elle cache énormément ce qu'elle ressent euh, pour ne pas avoir à accabler les autres par ses problèmes. D'ailleurs, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas vu cette scène, j'ai du sel dans ma voix, mais je suis pas sûre que Vaggie lui ait dit exactement comment elle était tombée. Ou peut-être que si, mais si c'est le cas, c'est comme avec la scène entre Charlie et Lucifer, j'aurais vraiment aimé voir ça parce que ça aurait été dommage de ne pas voir comment Charlie a réagi en apprenant que sa petite amie s'est fait bannir à cause d'une démonstration de bonté. Voilà. Moi, je trouve leur relation saine. Je leur trouve. Et puis, c'est pas pour rien que c'est mon couple préféré. Hein. Je les trouve très mimi ensemble. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose le fait qu'elles soient en couple, qu'elles se soutiennent malgré tout, que Vaggie n'abandonnera jamais Charlie pour rien au monde, et que j'espère que Charlie montrera autant de dévotion. Mais je pense qu'elle est autant dévouée à Vaggie, c'est juste que Charlie doit gérer ses propres problèmes avant de pouvoir aider les autres. Et voilà. Donc, j'aurais tellement à dire sur Vaggie, mais je vais pas m'étendre plus que ça parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais voilà, en plus, j'aime le fait que ce soit un ange, le fait que ce que ça implique. J'adore sa relation avec Luth. Enfin, j'adore leur rivalité. Ça, ça promet tellement pour un futur fight entre les deux. Vraiment, j'aime bien ce que ça représente, ce qu'elles représentent l'une pour l'autre. Euh, le mépris que Luth a envers Vaggie, la haine que Vaggie a envers Luth, même si je pense que des deux, elle a peut-être plus détesté Adam que Luth parce que bon bah se faire nommer d'après le vagin, ça a dû lui rester en travers de la gorge. Peut-être pour ça qu'elle a voulu changer, sûrement d'ailleurs. Mais voilà, donc ce que je veux dire c'est que bah Vaggie, c'est un personnage personnellement que je trouve exceptionnel, cap, qui montre pas forcément absolument tout de son écriture et de son développement, mais qui a des bases très solides, qui promet énormément et qui est subtile dans son écriture. Elle est cohérente, je la trouve bien écrite et cohérente, voilà. Et puis elle apporte énormément, notamment aux autres personnages, mais surtout à Charlie. Et j'ai hâte qu'on continue comme ça dans la suite. Et j'ai pas envie qu'elle meure parce que bah, c'est mon personnage préféré, que je pleurais tous les larmes de mon corps si jamais elle mourait. Et je pense que je serais pas la seule. Voilà.
Bon, après ce long discours sur Vaggy, je vais passer à Velvet. Bah Velvet, je vais la mettre dans bon personnage. J'aime bien Velvet. J'aime bien Velvet. Bon, c'est pas le meilleur personnage qui soit parce que en soi, des trois vies, c'est sur celle sur lequel on passe le moins de temps et je trouve ça dommage parce qu'elle a vraiment du style, elle a du flow, elle a de la répartie. J'adore son côté insolent, j'adore son côté gamine impertinente like, qui provoque, surtout notamment avec son duo décapant avec Carmilla. Le fait qu'elles se détestent tous les deux. La scène où Velvet doit s'excuser à Carmilla parce que Vox il est là, il dit je suis désolée. On sent que ça venait pas du cœur celui-là. Non, Velvet elle a vraiment du style, elle est trop cool, elle est trop classe. Elle a une voix de malade, enfin bref, elle a un flow exceptionnel. Mais bon, bah on passe pas. Je trouve qu'on n'a pas passé assez de temps sur elle. Même si, je trouve quand même qu'on lui a alloué beaucoup de temps comparé à d'autres personnages qui ont été écrasés par le rythme un peu soutenu de la saison 2, mais voilà. Oh, et puis j'adore toutes ces tenues. Je crois que parmi les designs, je trouve que son concept à elle, c'est trop génial. C'est encore mieux que tous les autres, parce qu'elle change de tenue tout le temps, et en plus, bah, ces tenues, elles sont toutes aussi incroyables les unes que les autres. C'est parti pour le tranchage de tête. Alors, je vous jure, me tuez pas. Me tuez pas. J'explique pourquoi peut-être. Ce serait peut-être judicieux. J'adore Valentino. Alors, je sais que le personnage est odieux. Le personnage est exécrable. Le personnage a été créé, je pense, pour être détestable. C'est comme Cathy Killjoy, mais en pire parce que, bon, section sérieuse. Valentino, c'est un personnage qui représente un abuseur d'Angel Dust pour le coup. Abuseur dans tous les sens du terme. Abuseur sexuellement parlant, abuseur physique, abuseur psychologique. Il a un contrôle total sur Angel et ce qu'il a fait subir à Angel Dust est absolument affreux. Je suis pas pour. Je cautionne absolument pas ses agissements et je cautionne pas non plus ce qu'il fait et du coup, le fait que je l'aime ne fait pas que je cautionne les agresseurs sexuels. Non, je dis juste que en tant que personnage, en tant que vilain, je trouve qu'il est marquant. J'aime énormément Valentino. Je l'adore, déjà parce que il a un style et un flow incroyable, que son design est l'un des plus stylés qui soit dans tout le Helaverse. Le fait que son manteau, aile de papillon, tout ça, machin, c'est magnifique. Enfin, même sa cigarette avec la fumée, la love potion, etc. Je trouve que ce personnage est très stylé. Et j'aime beaucoup le personnage en tant que méchant. Je trouve qu'il est très réussi. Il fait peur, il est intimidant. Et, et sa relation avec Angel, bah, que j'adore le détester en fait. Enfin, j'adore le détester. C'est un méchant que j'adore détester. Je, je, je trouve que c'est un des meilleurs méchants de la série. Il est à plus petite échelle, oui. Il est à l'échelle d'Angel. C'est vraiment son antagoniste. Mais voilà, je trouve vraiment que Valentino est un excellent antagoniste. Et certainement, et du coup, pour moi, l'un de mes personnages préférés. Voilà. Même si je sais que beaucoup détestent Valentino, et à raison, hein, vraiment. Je comprends totalement les gens qui le détestent. Notamment parce que, bah, du coup, il abuse d'Angel, il le frappe, il le torture, il l'intimide, etc. Je comprends qu'on puisse le détester. Mais personnellement, je suis de ceux qui l'aiment en tant que méchant, parce que je trouve qu'en tant que méchant, il remplit très bien le job. Voilà, je veux juste rappeler que c'est pas parce que j'adore ce personnage, pour tout ce qu'il dégage, pour tout ce qu'il représente euh, en tant que personnage, hein, je dissocie personnage en tant que concept, que je cautionne les abuseurs sexuels et que je cautionne ses actions aussi. Voilà. 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 Parenthèse faite. Voilà. Faut que j'arrête de dire le mot voilà. Valentino, c'est l'un de mes personnages préférés et l'un des méchants que je préfère le plus. Vox, c'est un très bon personnage. Je vais le mettre là.
au-dessus de Serra quand même, parce que non mais bon, en même temps, il bénéficie de beaucoup plus de temps d'écran et beaucoup plus d'attention. Je crois que Vox, c'est l'une des coqueluches de la série. En même temps, il y a de quoi, parce que il est cool, il est charismatique. J'aime. Alors, je le mets dans très bon personnage parce qu'il a une très bonne écriture, il a une bonne évolution. Sa relation avec le passé, sa relation avec Alastor est absolument géniale. Mais je rappelle que, enfin, je peux dire quand même que je n'aime pas le personnage, même en tant que, ah, je l'aime bien en tant que méchant, mais en soi, c'est pas le type de méchant que je préfère. C'est pas le type de méchant que je préfère. Je préfère des méchants comme Adam et Lutte, par exemple. Ou même ou même Alastor, même si Alastor n'est pas encore exactement un vrai méchant méchant. Mais bon, on va le compter quand même dedans. Non, Vox, je l'aime bien, mais ce que j'aime bien surtout, bah, c'est vraiment son côté humain. C'est vraiment son côté pitoyable. C'est un méchant qui affiche énormément d'ego. Enfin, voilà, hein, c'est. Il cherche l'attention, il cherche à briller. Briller. Non, tu sais, tu seras meilleur, mais c'est pas grave. Non, il cherche à briller, il cherche à attirer tous les regards sur lui, il cherche le pouvoir. Mais c'est normal, le personnage souffre d'un énorme complexe d'infériorité comparé à Alastor, et qui fait que bah, il manque cruellement de confiance en lui. Vox ce serait le genre à faire un truc bien et à le montrer à tout le monde en disant hé, regardez, j'ai fait un truc bien, vous pouvez me féliciter parce que j'ai fait un truc bien. Et voilà, Vox, c'est clairement ça. Et honnêtement, je vais pas lui en vouloir du tout pour ça. Au contraire, ben, je veux dire, c'est pas, c'est pas mal. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve le plus intéressant chez le personnage. Mais voilà, c'est tout. Bah, Vox, je l'aime bien, mais comparé à Valentino, je trouve qu'il est il est moins. Bah, après, c'est mon avis. Là, c'est juste purement subjectif. Objectivement, il est génial. Parce qu'il a une très bonne écriture, un très bon flow en tant que méchant. Il est présent, il a des ambitions. Mais le plus intéressant, c'est son côté pathétique. C'est son côté complexe d'infériorité. C'est sa haine et sa peur du rejet. Le fait qu'il puisse pas. Enfin, qu'il ait perdu l'amitié, la supposée amitié d'Alastor, parce que je pense que Alastor l'a jamais considéré comme un ami. Mais voilà, tout son personnage se construit autour d'Alastor. Et c'est ce qui plongera le personnage dans l'abîme profonde de la défaite, parce que bah du coup, à force de trop vouloir plaire, enfin de trop vouloir avoir l'approbation d'Alastor, et bah il en a perdu ses acolytes. Voilà. Mais on peut pas, je peux pas dire que c'est un mauvais méchant, parce qu'au contraire, il est très bon. C'est pas un méchant que je préfère, c'est pas le méchant que je préfère, mais voilà, je peux pas nier que Vox, il est très intéressant thématiquement parlant, et il est drôle aussi. Il est drôle. Et voilà, on va bientôt dépasser la barre des 1h17. Cette vidéo aura duré bien plus longtemps que la première, enfin plus longtemps que la première tier list. Ah, la store, je vais pas me faire que des amis. En fait, j'aurais limite envie de le mettre là, parce que j'aime pas la store. Voilà, j'aime pas Alastor. Je l'aime pas du tout. Je lui fais pas confiance. Je trouve que c'est vraiment. Il est très intéressant au niveau thématique et enfin tout le mystère autour de lui. Mais pour l'instant, il en dévoile tellement peu que c'est pas très intéressant. Enfin, j'aime pas Alastor parce que déjà, perso, j'aimerais toujours plus les gentils que les méchants. Donc les méchants feront jamais partie globalement tous de mes persos préférés. Bon, sauf pour... c'est complètement bizarre de dire ça alors que j'ai mis Lutte et Valentino dans mes préférés. Mais bref, non, globalement, Alastor, je l'aime pas. Il est intéressant, mais il en dévoile trop peu en fait. Mais c'est normal, on est qu'au début. Donc, je pense qu'il prendra vraiment sa place de méchant. J'attends qu'il soit vraiment un méchant assumé. Parce que là, oui, et je fais double jeu. Je veux montrer que je suis gentil, mais en fait, tout le monde voit très bien clair dans mon jeu que je suis méchant. Sauf Charlie, évidemment. J'essaye d'inspirer confiance, mais on me fait pas confiance, mais c'est pas grave parce que de toute manière, je m'en fous de l'hôtel. Bref, en fait, il en dévoile tellement peu que je peux pas. J'aime pas. Déjà, de base, j'aime pas Alastor. J'aimais bien le Alastor. Enfin, j'aimais beaucoup l'Alastor du pilote parce que pour son excentricité, j'aime bien celui-ci, mais sans l'aimer en fait. Enfin, c'est le personnage que j'aime bien.
pas... Enfin, non, son concept. Son concept. Le concept d'Alastor que j'aime bien, mais pas le personnage. J'aime pas le personnage. Et désolé, oui. Alors, j'avais promis de revenir sur... Enfin, j'avais promis. J'avais dit que je reviendrais sur son pacte avec Rosie. C'est vraiment le plus intéressant pour moi. C'est vraiment l'état de faiblesse d'Alastor dans la saison 2. Et tout son plan, c'est l'un des personnages les plus intelligents de toute la série. Donc forcément que j'ai été fascinée de voir à quel point il manipulait tous les événements pour en arriver là où il voulait, exactement là où il voulait, pour se libérer. Voilà. Et le plus intéressant, je trouve que c'est vraiment son pacte avec Rosie. Bon, qu'il a du coup plus trop maintenant vu qu'il a réussi à le briser. Mais voilà, son pacte avec Rosie. Et le fait que, globalement, bah, c'est un méchant qui va bientôt s'assumer. Voilà, ça fait tout le charme potentiel d'Alastor. Mais voilà, moi je l'aime pas. Et pour l'instant, je le mets là parce que ce qu'on a vu de lui est assez intéressant. Mais c'est pas mon perso préféré. Alors, ça va être très compliqué à, ça va être très compliqué à classer, notamment parce que Lilith, on l'a pas vue. Juste pour ça, je vais la mettre dans passable, parce que en fait, c'est tout l'impact qu'elle a sans être là. Je trouve ça fou, complètement fou, qu'on arrive à avoir autant de prestance pour le personnage alors qu'elle n'a jamais dit un seul mot. Mais c'est au travers de Charlie, qui l'adule, qui l'idolâtre complètement, et au travers des quelques mentions de Lucifer et de Vox, qu'on connaît un petit peu le personnage, mais en fait, on n'en connaît rien du tout. Donc voilà. Mais l'impact qu'elle a, alors même qu'elle a jamais dit un mot, je trouve ça dingue. Et on passe aux deux gros morceaux. Non, non, c'est elle le gros morceau. C'est elle le gros morceau. Alors, Lucifer. Attends, il est où? Where is my Lucifer? Ah, j'ai perdu Lucifer. Ah non, il est là. On remonte. On remonte. Hop, on remonte. Et on remonte. Évidemment que Lucifer fait partie de mes préférés. Je surkiffe Lucifer. J'adore Lucifer. J'adore son côté goofy. J'adore son côté son côté blague, parce que c'est un personnage majoritairement comique, même si plongé dans une profonde dépression à cause du départ de sa femme. Il n'est pas au courant qu'il a divorcé, donc à mon avis il ne l'est pas, mais du départ de sa femme, qui l'a poussé à rejeter sa fille, qu'il a toujours adoré du plus profond de son cœur, mais comme il est en dépression et complètement déconnecté de toute convention sociale, il a jamais su comment revenir. D'ailleurs, on peut dire, limite, que Alastor, quand il fait une bêtise, il revient en mode canard. Voilà, je voulais absolument la mettre celle-là. Non, j'aime. En plus, j'aime le fait qu'il soit énormément. Sa fille, c'est la prunelle de ses yeux. Il ferait n'importe quoi pour elle. Il ferait n'importe quoi pour la protéger. Il aime tellement Charlie que, alors qu'il est dans une situation extrêmement périlleuse pour lui, hein, enfermé et servant de batterie à une arme mortelle, la première chose qu'il demande, non, oui, la première chose qu'il demande à Baggy, c'est: est-ce que Charlie est toujours en colère contre moi? Il estime tellement sa fille, il la met tellement sur un piédestal d'amour et de compassion que la première chose qu'il demande, c'est: est-ce qu'elle est toujours en colère contre moi? Est-ce qu'elle m'en veut toujours? euh, il veut tellement bien faire auprès de sa fille, c'est tellement mignon. Lucifer, c'est un personnage déjà extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Moi, c'est pas pour rien que More Than Anything, c'est ma chanson préférée de tout Has Been Hotel, mais j'adore Lucifer, j'adore l'amour qu'il a pour sa fille. J'adore aussi, pareil que Angel, que Vaggy, il a une backstory extrêmement triste, extrêmement déchirante. Je veux dire, Lucifer a été condamné à ne voir que le pire, que la lie de l'humanité, alors que tout ce qu'il voulait, c'était leur donner un peu de libre arbitre. Il voulait juste... Il avait des rêves, il avait de l'ambition, il était rêveur et passionné, et on l'a puni pour ça. Et vraiment, et condamné à l'abîme du désespoir
condamné en plus à ne pas pouvoir agir. Voilà, c'est vraiment son châtiment à Lucifer. L'enfer, c'est son châtiment. Il est avec tous des pécheurs qu'il déteste, parce que pour lui, vraiment, il ne voit que le mal dans l'humanité, donc il ne voit que les pécheurs. Donc il a l'impression que l'humanité n'est que du mal. Et forcément, ne peut rien pouvoir faire. Sa femme part, sa fille part, bah forcément, ça le laisse dans une dépression énorme. Et je pense que ça... Voilà, Lucifer, il a énormément souffert, et je trouve ça touchant. Mais voilà, le personnage, je le trouve très touchant. Et voilà, globalement, bah, il est touchant, il est mignon, il est attendrissant. Il a une très bonne relation avec sa fille. Même si, bon, jonché de haut et de bas. Et d'ailleurs, mon plus grand regret de la saison 2, c'est vraiment qu'on n'ait pas eu la scène de réconciliation. Ou en tout cas, juste d'excuses de Charlie envers son père. Parce que, mince, on en avait besoin. Charlie a merdé auprès de son père. Elle est inquiète pour lui. Elle se précipite vers lui, ça cut. J'ai l'impression qu'il nous manque un bout. Il nous a manqué un bout. Parce que on voit, elle se précipite vers lui, elle est inquiète, elle envoie de l'inquiétude sur son visage. Et on cut. Directement sur Pentious. Et je trouve ça injuste parce qu'on aurait dû voir ce qui s'est passé. Et je sais que ça s'est passé. Je peux en parler en parlant de Charlie, mais je sais que ça s'est passé. Parce que connaissant Charlie, et vu comment ça a commencé, la scène a commencé, ça a eu lieu. C'est juste qu'on l'a pas vu. Et je trouve ça horrible. Je trouve ça très dommage. Mais voilà. Tout ça pour dire que j'aime énormément Lucifer. C'est un de mes coups de cœur. C'est un de mes personnages préférés. Un des personnages les plus touchants et les plus attendrissants de tout Hazbin Hotel. Et maintenant, pour finir, passons au gros morceau. Charlie Morningstar. Non, en vrai, je dis gros morceau, mais je vais pas m'étendre davantage sur elle maintenant parce que du coup j'ai l'écriture de la vidéo sur elle est en cours, même si bon, je suis encore loin de l'avoir fini, mais voilà. Voilà. Charlie, alors oui, ça peut surprendre, parce que Charlie, c'est pas forcément un personnage très apprécié. C'est un personnage très controversé, notamment à la fin de la saison 2, parce que bon, c'est vrai que je dirais que le pire de Charlie nous a été montré cette saison. Mais elle avait besoin de passer par là. Je ne cautionne pas le fait qu'elle... Enfin, ça veut pas dire que je suis d'accord avec le fait qu'elle piétine sur les sentiments des gens, qu'elle tienne pas compte des avis des autres, surtout des avis de sa petite amie, qui ne veut que le bien pour elle, de lui reprocher après, dans un élan mélodramatique, que si elle se sent pas concernée par ce qu'elle essaie d'accomplir, qu'elle va se débrouiller toute seule. Je trouve ça quand même assez fort de café pour quelqu'un qui a toujours été soutenu par tout ce qui est fait par sa copine. Mais bref, j'aime énormément Charlie. Je dirais peut-être que c'est personnel, parce que Charlie, c'est le personnage à qui je m'identifie le plus. Je dirais à qui je ressemble le plus, qui me ressemble le plus de tout le et l'inverse, presque même de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Je crois que c'est le personnage qui se rapproche le plus de moi. Donc j'ai énormément d'empathie pour elle, j'ai énormément de compréhension, peut-être trop, hein, peut-être trop. Mais je peux pas m'empêcher de trouver son personnage déjà, très intéressant, parce que elle passe par différents états émotionnels. Et le fait qu'on ait fini l'acte 1 par elle a grandi, de toutes ses erreurs. Elle a appris, bon, elle a dû réapprendre certaines choses, oui, qu'on avait l'impression qu'elle avait acquis dans la saison 1, mais non, en fait, rien n'a été acquis pour elle dans la saison 1. On la laisse à la fin de la saison 1 complètement traumatisée par la mort de son ami. Non, Charlie a vraiment évolué, elle s'est posée à la fin de la saison 2, et je pense qu'elle avait vraiment besoin de passer par tout ce par quoi elle est passée, même au détriment d'autres personnages. Je pense notamment vraiment à Angel Dust, le pauvre, il s'en est pris plein la gueule à cause de Charlie dans l'épisode 3. Et le fait qu'il soit parti sans qu'elle ait vraiment eu l'occasion de s'excuser, même si je pense que, vu ce qui s'est passé, des simples excuses de sa part seront pas suffisants. Mais voilà, Charlie avait besoin d'en passer par là, elle avait besoin de merder, elle avait besoin de se rendre compte que ce qu'elle fait a des conséquences. Et je pense après ça, je pense qu'elle a pleinement pris conscience de tout ça.
Et c'est ce que... Enfin, j'aime Charlie. Je passe du coq à l'âne, mais j'aime Charlie. J'aime son développement, j'aime son écriture. C'est la protagoniste, donc forcément, j'ai une affect particulière envers elle. J'ai doublement encore plus d'affect envers elle parce que du coup, je m'identifie énormément au personnage. Je la trouve très compréhensible. Pas forcément cautionnable, hein, parce que bah y a plein de gens qui ont été très énervés par Charlie, et moi aussi, mais j'ai été énormément énervée par Charlie pour l'aimer encore plus après en fait. Elle est complexe, elle doit encore apprendre, elle doit apprendre à gérer ses émotions, à gérer ses problèmes. D'ailleurs, vraiment, Charlie, règle tes problèmes avant de vouloir aider les autres. Vraiment, tu n'aideras que mieux les autres après avoir réglé tes propres problèmes, notamment tes problèmes familiaux. Voilà, le fait qu'elle idolâtre sa mère, Charlie a encore énormément de chemin à faire, elle en est qu'au début de son développement. Mais ce que j'aime, et c'est pour ça que je vais pas m'étendre sur elle parce que je vais en parler très, très en détail dans ma... Enfin, autant en détail que possible dans ma vidéo sur elle. Mais voilà, j'aime Charlie parce que j'aime son écriture, j'aime son développement. Je la trouve adorable comme princesse Disney des enfers. J'adore sa voix, j'adore son design. J'adore le fait qu'elle sache se défendre quand même. Même si elle contrôle pas encore toutes ses capacités, elle contrôle pas son pouvoir. Elle en a un énorme, hein, latent, au fond d'elle. Mais elle en a un énorme. Le fait qu'elle tienne énormément à ce qu'elle aime, même ses défauts, en fait, je les trouve très rattachables. On voit bien que c'est la fille de l'orgueil. Hein. Elle a les mêmes, elle a le même orgueil que son père, en fait. Mais c'est normal. Mais voilà, oui, c'est un personnage peut-être un peu égoïste. Oui, c'est un personnage excessif, excentrique, parfois un peu dramatique, mais terriblement attachant. Je la trouve terriblement attachante, Charlie. En fait, c'est toute sa complexité dans ses défauts et ses qualités qui font que je l'aime autant. Voilà. Mais du coup, je m'attarderai pas sur elle, mais voilà. Pour dire que mon top de personnages est là, là, là. Bon, non, je dirais que jusqu'à là, en fait. Jusqu'à là. Parce que après, je sais pas si je les ai. Si, globalement, je les ai tous à peu près classés comme je voulais. Donc voilà. Je vais pas m'étendre en épilogue. Euh, Sachez juste, pour revenir sur les plot twists, parce que oui, je voulais revenir sur les plot twists. Il y en a 3 qui m'ont particulièrement marqué. Attention spoil, même si bon bah j'en ai déjà parlé ad nauseam pendant cette vidéo. Mais des plot twists que j'ai retenus, des 3 plot twists qui m'ont le plus marqué, je dirais que en troisième position, il y a le fait que Rosie détienne la d'Alastor. Parce que franchement, ça m'a prise par surprise. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, attends, quoi? C'est elle? C'est vraiment elle? Et en plus, ça soulève tellement de questions, donc voilà. En 3, je mettrais la révélation que c'est Rosie qui me possède l'âme d'Alastor. En 2, en top 2, je dirais que le fait qu'on apprenne que Vaggie est un ange, parce que ça... Je dirais que dans la saison 1, c'est le plus gros plot twist, peut-être le seul, mais le plus gros plot twist de la saison 1, c'est vraiment qu'on apprenne que Vaggie est un ange. Je trouve que c'est bien amené, ça a été bien instauré sur le coup, parce que quand on re-regarde la saison 1 en ayant ça en tête, bah, ça paraît juste évident. Mais voilà, et puis tout ce que ça représente pour le personnage, pour sa relation avec Charlie, pour sa relation avec lui, bref, tout ce que représente le passé de ce personnage pour elle, pour moi, ça a fait énormément. Et puis, pour moi, ça a été une semi-révélation. Voilà. Parce que du coup, j'ai été vraiment étonnée d'apprendre que ça a été un exorciste. Mais après coup, je me suis dit, ah oui, ah bah en fait, c'était évident. Donc oui, énorme révélation pour moi. Et un des meilleurs plot twists. Mais le meilleur, je trouve, pour moi, que c'est quand même ce qui a le plus d'impact sur toute la saison et sur un personnage qui méritait vraiment pas ça, c'est vraiment le fait qu'on apprenne que Angel 2 soit hypnotisé par Vox. Depuis la saison 1, depuis la fin de l'épisode 4 de la saison 1, je trouve ça juste magistral. Pour le coup, ça, même si c'était bien amené, pour le coup, ça, je trouve qu'il y avait moins d'indices que pour Vaggie et son passé d'exorciste. Mais voilà, en fait, ça a tellement marqué Angel Dust et c'était tellement déchirant. La scène de torture, c'était horrible à regarder. Et ça m'a tellement fait mal pour le personnage. Mais voilà. Donc, sans préambule, postambule, sans postambule, je vais m'arrêter là. Voilà.
à quoi ressemble ma tier list des personnages d'Azbin Hotel, subjective, encore une fois évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et je vous encourage d'ailleurs à ne pas être d'accord avec moi, parce que c'est très bien quand on a plusieurs avis, et on pourra même en débattre si vous voulez en commentaire. Mais voilà, c'est ma tier list, c'est mon avis, et voilà. Je me demande si c'était prévisible, peut-être parce que je suis quelqu'un d'assez prévisible. Mais voilà, en tout cas, je suis contente si la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, mes petits coins-coins adorés.